Le grand dialogue. Sigikafoba. Edewani wa makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Mauni. Chenni Beri Sigikafoba. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue dans ce grand dialogue. 2 ans après sa signature, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali peine à produire des effets. C'est selon le dernier rapport de l'AMDH et de la FIDH. Ce rapport parle entre autres aussi d'exactions commises par l'armée malienne, par les groupes armés, la CMA et la plateforme notamment, mais également des forces internationales comme la MINUSMA ou la force Barkhane. Comment a été conduite ces enquêtes? Est-ce qu'il y a des preuves avérées d'exactions? Quelles sont les recommandations de ce rapport? Nous allons avec nos invités répondre à ces quelques questions et à bien d'autres. Il s'agit de Amadou Diadje Tekete de l'Association malienne des droits de l'homme, l'AMDH. Mamadou Diouara, lui, il est sociologue, il va nous rejoindre donc au cours de cette émission. Professeur Abdoulaye Niang de Djokoni Maya, Makan Konate qui est journaliste. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Mamadou Ouattara. Le grand dialogue. Les groupes armés terroristes, selon ce rapport, instrumentalisent et encouragent les divisions dues au retard dans la mise en œuvre de l'accord de paix et les tensions qui découlent de ces retards. Écoutons ensemble cette analyse de Idrissa Sako. Le rapport indique que l'année 2016 a été marquée par de graves violations des droits humains au Mali. Selon le document, la réponse de l'armée malienne au phénomène d'insécurité et de terrorisme dans le centre du pays s'est accompagnée de nombreuses violations des droits humains. Ces violations comprennent des dizaines d'arrestations arbitraires, des cas de torture et d'exécutions sommaires. Selon la FIDH et l'AMDH, plus de 300 personnes ont été arrêtées durant l'année 2016 pour des raisons liées au conflit. Plusieurs dizaines parmi elles sont détenues illégalement. Selon les deux organisations, au moins 385 attaques ont été recensées dans le nord et le centre du pays. Plus de 330 personnes dont 207 civils ont été tués au cours de ces attaques. À cela s'ajoutent des actes de torture, des enlèvements, des détentions arbitraires et des extorsions de tout type. Outre les forces maliennes, le rapport met également en cause les groupes armés ainsi que les forces internationales, MINUSMA et forces Barkhane. Le premier trimestre de 2017 confirme la tendance déjà observée d'une aggravation continue et sans précédent du niveau de violence au Mali. Au total, la FIDH et l'AMDH ont recensé au minimum 117 personnes décédées et 87 blessées lors d'affrontements intercommunautaires dans les régions de Mopti et de Ségou en 2016 et 2017. Ces incidents s'accompagnent par des vagues de déplacement des populations. Il serait environ 10 000 déplacés internes dans le centre du pays à ce jour. La FIDH et l'AMDH s'inquiètent et observent avec préoccupation la recrudescence d'affrontements intercommunautaires trouvant leur origine dans des amalgames entre civils et terroristes. Merci donc à Idrissa Sako. Amadou Diadje Tekete, vous êtes le secrétaire général de l'Association malienne des droits de l'homme. Tout d'abord, la question, comment a été effectuées ces enquêtes sur le terrain? Beaucoup se posent des questions quant à la crédibilité de ce rapport. Donc parlons un peu des enquêtes qui ont mené à ce rapport. Comment ça s'est déroulé? Merci de la question. Bon, je félicite celui-là qui a parlé du rapport parce qu'il a été vraiment fidèle par rapport au rapport qu'on a déposé. C'est un papier du studio Tamani. C'est un papier du studio Tamani. Ok, de toute façon c'est bien, je vous félicite parce que c'est clair que vous avez fidèlement donné les chiffres que nous avons donnés dans notre rapport. Bon, l'enquête c'est très simple. La NDAC est une association qui a des sections dans toutes les régions, des cas à Kidal, même Kidal aujourd'hui. L'information qu'on a sur Kidal aujourd'hui, c'est que tout ce qui a été fait, c'est fait devant nos représentants. Donc on n'est pas hors des activités qui se mènent sur le terrain, c'est-à-dire contrairement aux autres associations. Parce que nous sommes sur le terrain et nous accompagnons les victimes à tout point de vue. Donc l'enquête est effectivement menée à partir de nos sections, de nos sous-sections et de nos comités. Et nous sommes en rapport avec eux en temps réel. Donc le rapport, vraiment, il est fidèle. Donc c'est pas de Bamako. Non, c'est-à-dire que nous avons toutes les informations. Non, ça vient directement du terrain. Sur le terrain. Sur le terrain. Voilà, donc ce n'est pas une invention, contrairement à ce que les gens pensent. Parce que beaucoup de gens pensent qu'on n'a pas la possibilité aujourd'hui d'avoir les informations réelles, puisqu'on n'a pas la possibilité d'être sur le terrain. J'avoue que nous sommes sur le terrain. Sur tout le terrain, contrairement à l'État.
Merci, professeur Abdoulaye Niang. Vous êtes de Djokoni Maya aussi, entre autres, vous êtes économiste également. Que pensez-vous de ce rapport AMDH et FIDH? Bon, je pense qu'il y a une tendance quand même qui se dégage. La crédibilité des chiffres en tant que statisticien qui a mené des enquêtes dans ce pays, et il arrive à un moment donné que celui qui supervise l'enquête doit être sur le terrain. Donc je crois que d'après ce que je comprends, nous sommes présents sur le terrain, et nous sommes avec les victimes, mais est-ce que les superviseurs qui sont là, qui doivent avoir des tests de validation, si les chiffres sont conformes à ce qui pose un peu de problème, parce qu'il y a un problème d'insécurité pour eux-mêmes, pour aller sur le terrain. Je pense qu'on peut faire un peu de réserve, mais les tendances, on peut confirmer les tendances. Et puis c'est tout à fait normal dans une telle circonstance qu'il y ait eu des violations des droits humains. Et dans la mesure où les communautés de localité ne sont pas le plus souvent coopératives avec les forces armées ou les forces de sécurité ou l'administration publique. Pourquoi? Parce que les communautés de localité n'ont plus confiance à l'administration publique. Donc, ils peuvent ne pas être bien traités aussi par l'armée. Est-ce que déjà, quand on parle de certaines de ces zones où les enquêtes se sont déroulées, l'administration publique n'y est pas présente? Oui, parce que simplement, nous sommes sous un système de mauvaise gouvernance. Je pense que leur enquête, réellement, en tant que veille citoyenne, parce que nous avons quand même la veille citoyenne, et en réalité, nos dirigeants actuels, on prend le président de la République, il a été Premier ministre en 1999. Il y a une loi qui pouvait permettre de mettre fin, une loi sur la défense nationale, d'organiser mieux la défense nationale. Ça n'a pas été fait. En 2004, il avait le devoir de supervision de l'exécutif pour cette organisation de la défense nationale. Il ne l'a pas fait. En 2013, après 2013, président de la République, 4 ans plus tard, il a prêté serment devant le peuple malien et devant Dieu de respecter et de faire respecter la Constitution et la loi. Il n'a pas fait. Je crois que la personne qui viole le plus les droits humains dans le sens du titre premier de la Constitution du 25 février 1992, c'est Ibrahim Boubacar Keïta en réalité. Donc, on est en train de voir des sources secondaires, mais la source principale, la cause profonde, se trouve à la non-observation d'un système de bonne gouvernance. Et donc, il est tout à fait normal qu'il y ait eu des exactions. Et il est tout à fait normal que l'armée qui n'est pas bien équipée paye un peu ce qu'on fait. Et c'est dommage. Donc, je confirme que les tendances sont bonnes pour ce qu'ils ont dit, mais les chiffres, statistiquement parlant, il fallait des superviseurs sur le terrain. Amadou Diadje, tu souhaites réagir avant de donner la parole à Makan Konaté. Il y a une précision qu'il faut donner, parce qu'il s'agit de la crédibilité du rapport de la FDH et de la MDH. Et c'est pour ça que je veux garantir à monsieur le professeur que, compte tenu même de la confidentialité de ce rapport, nos superviseurs sont sur le terrain chaque fois qu'il y a une nouvelle. On se déplace. Malgré l'insécurité. Non, ça je vous garantis. C'est bon. Je confirme que tout ce que nous avons dit est touchable. Et factuel. Ce n'est pas inventé. Non, on ne parle pas de mention. Non, on va demander l'avis de Makan Konaté. Makan Konaté qui est journaliste également. Je vais vous rassurer seulement que le rapport de l'AFDH et la MDH est crédible. Maintenant, si vous voulez plus d'informations, si ça ne rentre pas dans la confidentialité des victimes, je suis prêt à vous les donner. Mais si ça rentre dans la confidentialité des victimes, je préfère m'abstenir. Mais j'avoue que le rapport est crédible et il est réel. Merci. Makan Konaté, vous êtes journaliste, vous avez peut-être parcouru ce rapport-là. Que pensez-vous donc de ce rapport AMDH et FIDH? Bon, je remercie. Je remercie ceux qui ont fait ce rapport, ceux qui l'ont publié. Et je me pose une question. Pourquoi la publication de ce rapport maintenant? Ça, c'est la première question que je me pose. Pourquoi un rapport sur la situation au nord maintenant? Sachant bien que nous sommes dans une zone de turbulence, et la paix n'arrive pas à être totale
au nord, on nous présente un rapport. Bon, il est question de la crédibilité du rapport. Ceux qui sont allés sur le terrain, je ne les connais pas. Mais à ce jour, je remets en cause ce rapport. Moi, personnellement, je remets en cause ce rapport. Pourquoi? Je peux dire que ce rapport n'est pas crédible parce que c'est des écritures qu'on a mis sur du papier, qu'on nous a présenté, on dit, bon voilà, voici un rapport. Mais alors, normalement, quand on veut faire un travail comme ça, il faut associer également les autorités dans la production de tel rapport avant de le publier. Est-ce que les autorités maliennes ont été associées? Voici l'enquête que nous avons menée. Voici les résultats auxquels nous sommes parvenus. Et voilà, nous voulons publier. Avant de publier, les autorités maliennes peuvent vous donner des explications par rapport à cela. On parle d'exaction. L'armée malienne a été mise en cause dans ce rapport. Pas que l'armée malienne, il faut le rappeler. Oui. On a l'impression. L'armée malienne a été mise en cause, la MINUSMA a été mise en cause. On a l'impression que beaucoup, en parlant, ont donné l'impression que ce rapport attaquait clairement l'armée. Non. L'armée a été mise en cause, la CMA a été mise en cause, la plateforme a été mise en cause. Il y a aussi les forces internationales comme Barkhane et la MINUSMA. À quel degré? Je me pose la question, à quel degré? À quel degré? Quand on parle des mouvements armés, ces gens-là ont fait beaucoup plus de morts, pas plus qu'hier encore. Il y a un couple qui était lapidé dans la région de Kidal. Hein? Un deuxième couple encore a été lapidé dans la région de Kidal. Non, un seul couple a été lapidé hier dans la région de Kidal. Un premier couple avait été lapidé, on se souvient, en 2012. Voilà. Donc, à quel degré? Le rapport devait normalement nous dire, bon, voici, l'armée malienne a commis des exactions jusqu'à tel niveau. Voilà la MINUSMA à tel niveau. Hein, les troupes Barkhane à tel niveau. Et les mouvements armés à tel niveau. Bon, il ne faut pas qu'on se cache la face. Ce qui est sûr et certain, les mouvements armés, notamment le MNLA qui est en train de semer la terreur aujourd'hui, a fait le plus d'exactions que l'armée malienne. Encore faudrait-il qu'on nous montre la preuve que l'armée malienne, effectivement, a commis des exactions. Est-ce qu'il y a des images qui le disent? Est-ce qu'il y a des images qui parlent? Est-ce qu'il y a des témoignages de personnes qui parlent? Voici des choses qui peuvent être intéressantes. Mais et les personnes qui ont été envoyées également sur le terrain, et quelle est leur crédibilité? Hein? Quelle est leur crédibilité? Avec quels moyens se sont-ils déplacés? Ils sont allés voir qui et qui pour avoir des informations? Est-ce qu'ils étaient seuls? Est-ce qu'ils étaient accompagnés? Etc. Si je comprends bien, qu'est-ce que vous remettez en cause exactement? Est-ce que ce sont les accusations contre l'armée ou les exactions contre tous ces groupes-là? Tout simplement. Les groupes armés, Barkhane, MINUSMA. Le rapport. Je remets en cause le rapport parce que je ne peux pas dire que c'est un rapport fiable. D'accord. Amadou Diadje Tekete, on ne peut quand même pas nier qu'il y a une vraie recrudescence de la violence sur le terrain quand on constate les choses. Je suis très heureux, parce qu'en réalité, c'est ça la démocratie. Je suis très heureux d'être en face de quelqu'un qui nie la valeur de mon rapport. C'est son droit le plus absolu. Mais la première question, pourquoi ce rapport est maintenant? Parce que nous sommes à la deuxième anniversaire de l'accord. Il fallait analyser qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça réussisse. Ça, c'est l'esprit. L'Association malienne des droits de l'homme n'est pas une association dépendante de l'État. Il faut que ce soit très clair. Nous sommes indépendants et nous sommes une association de défense des droits humains. Le rapport que nous menons n'engage que nous. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le rapport, si tu penses que tu pouvais nous attaquer pour démontrer la fausseté, on te donne le droit de le faire. Pas forcément que vous soyez d'accord avec la crédibilité du rapport. Mais j'aurais souhaité qu'en critiquant ce rapport, qu'on ait la possibilité de lire le rapport et voir de quoi il s'agit. Parce que toutes les questions posées sont répondues dans le rapport. Je vais vous proposer, monsieur, d'observer quelques secondes de pause et nous continuerons cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Merci de rester connecté au studio Tamani. Que dit le rapport AMDH, FIDH? Nous recevons sur ce plateau Amadou Diadje Tekete de l'Association malienne des droits de l'homme, le professeur Abdoulaye Niang, de Djokoni Maya, Makan Konate qui est journaliste. Nous attendons Mamadou Diouara, sociologue également, dans ce studio pour participer à cette émission. Alors, professeur, il est quand même difficile de nier le fait qu'il y a une vraie recrudescence de la violence sur le terrain, comme l'indique ce rapport-là. Quand on regarde la bande frontalière Mali, Burkina, Niger, il y a des localités où les élus locaux ne peuvent pas rester dans leur localité à cause justement de la montée djihadiste. Et ce rapport le dit clairement. Non, il n'y a pas que l'administration. C'est la population qui a été poussée à l'exil. Les déplacements internes sont très nombreux aujourd'hui. On ne parle pas seulement de l'administration parce que c'est une minorité tout juste, n'est-ce pas? Mais je pense que tout ce qu'on peut reprocher, il a répondu à ça. C'est-à-dire le test de validité. C'est tout juste, la supervision doit faire ça. Il dit qu'on respecte ce qu'il a dit. Ça a été fait. Mais maintenant, tout ce que Magan dit, moi je le veux bien. Très indépendant, c'est une association de droits humains. Et ce qu'ils pouvaient faire à la limite, c'était de dire, voilà le rapport, est-ce que vous avez des commentaires? Mais ils ont le droit de commenter sans que vous le soumettez. Et je crois que vous avez aussi le droit de répondre aux journalistes qui ont été critiques de ce que vous avez fait. Mais il n'y a aucun doute là-dessus que les populations sur les 3/4 du pays aujourd'hui sont sous la menace d'attaque. Merci. Alors, Amadou Diadje Tekete, que reproche-t-on clairement à l'armée dans ce rapport, aux groupes armés, mais aussi aux forces internationales je crois qu'il est bon de préciser quelque part qu'il s'agit de parler de la confiance que les populations doivent avoir de l'armée et le comportement de l'armée par rapport au centre, donc précisément au Peul. Parce qu'il s'est trouvé que chaque fois qu'on parle Peul, on pense que tu es djihadiste. Et c'est pourquoi l'AMDH pense qu'il faut éviter l'amalgame. Ce n'est pas en parlant Peul seulement qu'on devient un djihadiste. Et ce n'est pas en parlant Peul seulement qu'on est avec Amadou Koufa. C'est-à-dire que l'armée doit être très sereine, très regardante et très attentive. Si nous prenons le cas de Dialoubé, il y a eu 20 personnes qu'on a amenées de Dialoubé pour dire que c'est des djihadistes. Ils sont restés au camp. L'AMDH, après les avoir acceptés et les accompagnés, a trouvé que ce n'était pas des djihadistes. Mais ils ont été transportés de Dialoubé pour Bamako. Bon, c'est-à-dire que nous voulons tous simplement dire qu'il faut éviter l'amalgame, que l'armée ne pense pas que tous ceux qui sont dans le nord ou bien qui sont dans le centre, qu'on doute que c'est des djihadistes. C'est un appel. C'est une information qu'on a demandé à ce que l'armée prenne des dispositions pour éviter l'amalgame. On ne peut pas dire que l'armée n'a pas fait des exercices sur des gens, qu'ils soient djihadistes ou pas. Pour avoir l'information. Voilà, c'est l'information, il faut chercher. C'est normal. Alors maintenant, ça c'est le cas de l'armée malienne. Oui, qu'est-ce qu'on reproche aussi aux groupes armés CMA et plateformes? Mais c'est dans le même cas. C'est dans le même cas. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas au fin de ils n'ont pas de renseignements réels. Parce qu'il y a ça aussi. Il faut avoir les renseignements réels sur celui-là que tu penses être djihadiste. Mais si tu n'as pas les renseignements réels sur lui et que tu considères qu'il est djihadiste, c'est pourquoi nous avons d'éviter l'amalgame. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a la dissimulation. N'est-ce pas? Il y a la dissimulation des combattants au sein de la population. Donc c'est tout à fait normal que la plateforme, que la SEMA, que Barkhane, que la MINUSMA et les FAMA, qu'ils aillent dans les communautés de localité où il y a des doutes et demander à la population de montrer ces gens-là. Mais on ne parle pas de demander, ici on parle d'exactions commises. On demande. Mais s'ils ne trouvent pas, et qu'ils pensent qu'il y a des gens qui peuvent être des informants, mais ils vont tout faire pour sortir de l'information de ces gens-là. Quitte à violer les droits de l'homme, c'est là que ça pose peut-être un problème. Mais il y a un petit truc quand même que je voulais quand même souligner. Il y a un appel aussi à lancer, ou bien on veut savoir, est-ce que les Bamanans qui sont à Mopti en prison,
Est-ce que vous avez fait les mêmes enquêtes pour savoir si leurs droits humains ne sont pas violés? Qu'on qualifie de chasseurs. Oui. Et qu'on avait pris un certain nombre de personnes, on les a amenés quelque part pour une réunion, puis après ils se sont retrouvés aussi en prison. Et les 20 peuls là sont venus, moi je suis peul, hein. Bon, les 20 peuls sont venus après. Donc est-ce que là aussi, votre organisation a fait les mêmes enquêtes? Et pourquoi jusqu'à présent on ne les libère pas? Et nous avons été voir le ministre de la Justice, on a tout fait pour les sortir. On n'a pas pu le faire. Alors, moi, je vais vous suggérer, monsieur... Donc, il y a eu des exactions en ce moment-ci. Allez-y, Amadou Diallo. Il faut répondre à ça, parce qu'en réalité, c'est l'importance, d'ailleurs, de votre débat. Parce que, comme il l'a dit, effectivement, la démarche qu'ils ont faite, nous, on a fait la même démarche. Mais il y a des indices que le ministère, la justice, qui fait que la justice les retient. Il y a des indices. Sinon, on a fait la même démarche. Et mieux, avec l'aménagement. On ne fait rien sans les associer. On les associe. Mais quelque part, je l'ai dit et je le répète, lorsque la victime est menacée et que la confidentialité s'exerce, nous sommes obligés de prendre nos responsabilités nous-mêmes. Mais malgré tout, nous sortons des articles, C'est pourquoi j'ai dit ce rapport-là. Vraiment, c'est un bon rapport qu'il faut lire. Ça va vous donner des idées de ce que nous disons. C'est-à-dire qu'on n'invente rien. Les peuls, là, vous savez, les 20 que vous avez parlé de Dialoubé. Mais avant-hier, Tokari a été assassiné quand il quittait seulement ces animaux. Il était dans sa 4x4. On l'arrête, on l'assassine à 5 km de Togéré-Koumé. Bon, on ne peut pas dire que... Parce que moi, j'ai toujours dit que des fois, il y a des règlements de compte. Les gens n'en parlent pas. Des fois, il y a des règlements de compte. Alors, nous avons interrogé l'armée par rapport au sujet justement de ce rapport. Le colonel-major Abdoulaye Coulibaly, chef des opérations, a bien voulu nous répondre et nous l'écoutons. Les allégations, elles viennent de qui? Elles viennent d'où? Les preuves sont où? Où sont les victimes? C'est ce qu'on veut savoir. Tous les GTIA qui ont été formés ont reçu à Kouloukourou une mission des droits de l'homme du CICR qui allait donner des cours. Le ETM signe des contrats avec des experts en matière de droits de l'homme pour venir monter des scénarios où un conflit, voici ce que nous considérons comme terroristes qui se trouvent là. Voici une école, un village, comment faire le distinguo, comment gérer ces terroristes qui est là sans pour autant affecter cette population qui est à côté, pour laquelle nous vivons. Cette population qui est notre raison d'être. Une armée qui se dit professionnelle, une armée qui se dit moderne, ne peut pas agir et ignorer les droits de l'homme. Entre allégations et entre, comme on le dit dans le bon français, il faut éviter de stéréotyper. Le soldat Abdoulaye Coulibaly a fait, le soldat Diarra a fait. Ça, c'est des individus qui ont fait, mais qui devaient être l'uniforme, mais qui ne sont pas représentatifs des femmes, parce que les ordres ne viennent pas des chefs. Ça, c'est leur propre ego. Et ils répondront en tant que tels. Mais maintenant, parce que 2 soldats ont fait sur 100 soldats, on dit les femmes, c'est très facile. Alors, Makan Konaté, vous êtes journaliste, hein, on a entendu la réponse de l'armée. Est-ce qu'il faut justement, au regard de ce rapport, juger toute l'armée malienne comme ayant violé les droits humains, par exemple? Non. Parce que, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier une chose. L'armée malienne est sous pression, hein, elle est sous pression, elle est sous tension constante au nord. Parce que les djihadistes agissent en général par... Ici, on parle du nord et du centre, hein, et notamment la région de Ségou et de Mopti. Oui, à tout moment, ils agissent par le système de guérilla. Un système de guérilla. Donc, tu ne peux pas t'attendre à une attaque. Donc, c'est leur façon d'opérer. Et je voudrais dire qu'il faut que ce rapport disculpe l'armée malienne de ce qu'on appelle les exactions. Les violations de droits humains. Les violations de droits de l'homme. Est-ce qu'il faut à ce moment-là garder ces exactions-là comment comprendre Diadier, comment comprendre qu'une armée souveraine répondant au nom de la République du Mali n'a pas la possibilité d'assurer la sécurité des Maliens à Kidal? C'est grave. On se pose la question. Nous avons une armée qui est souveraine, qui est formée pour ça. Mais à présent, cette armée n'a pas la possibilité d'entrer à Kidal. N'est-ce pas là une violation également des droits de l'homme?
N'est-ce pas là une situation qu'il faut dénoncer? N'est-ce pas là le combat de nos autorités afin de permettre à notre armée de s'installer et d'assurer la sécurité de la population? Cela n'est pas fait, ce qui est très grave. J'aurais souhaité que ça soit même la une de ce rapport. Vous voulez bien qu'on enlève l'armée? J'ai juste une question pour vous. Vous voulez bien qu'on enlève l'armée de ce rapport? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là des groupes armés CMA et plateformes? Et qu'est-ce qu'on fait des forces internationales? J'ai pas dit qu'on enlève. Est-ce qu'il faut les enlever aussi? J'ai pas dit qu'on enlève l'armée parce que l'armée malienne a été agressée. Le peuple malien est agressé dans ses droits. Et par des djihadistes, des gens qui ont perdu l'armée. Parmi eux, il y en a même qui ne sont pas des Maliens. Est-ce que cela excuse, selon vous, c'est des mercenaires, ces violations des droits humains? C'est des mercenaires. Quand quelqu'un se permet d'aller recruter des mercenaires, les payer, et si tu n'arrives pas à les payer, comment est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train d'intoxiquer la population malienne à travers la vente de drogue. Ça se passe au nord. Est-ce que cela est dit dans ce rapport? Ils font de la vente de drogue, ils font du trafic d'armes, ils violent les femmes. Donc voici des choses sur lesquelles on devait mettre l'accent et indexer les responsables de ce mauvais travail-là. Il a été dit que, que la population dissimule des combattants. C'est vrai. Ça se passe à Kidal. La population dissimule des combattants, ça se passe à Gao. Mais quand tu dénonces un combattant, quand l'armée malienne se retourne, ta famille a des problèmes. On vous tue. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi on dit qu'on dissimule des combattants. Le cas Peul, il ne faut pas qu'on essaye de tout ramener toujours à cette question d'ethnie. Voilà. Il y a des Peuls qui sont morts, il y a des Soreilles qui sont morts. Il y a à Nara, par exemple, il y a des Sarakolais qui sont morts là-bas, assassinés. Bon, il y a eu tout ça. Donc, il ne faut pas tout ramener au Capel. Mais, quelque part, je remets également en cause la position, et ce qui n'est pas du tout du goût des Français et de l'aménagement. Je remets en cause également leur position, parce que c'est des gens qui ne sont pas clairs dans leur activité. Ils ne sont pas du tout clairs. Vous comprenez? Comment comprendre qu'à présent, notre armée n'est pas là-bas et vous dites que vous venez pour qu'il y ait la paix, etc., etc. Tous les jours, on pose des mines. Et c'est en général contre l'armée malienne. Je ne dis pas que l'aménagement également n'a pas eu des victimes. Les troupes Barkhane également ont eu des victimes. Mais la grande partie, c'est l'armée malienne. Et aujourd'hui, si on essaye de vous sortir la liste des militaires maliens tués par les djihadistes, au nord, au centre ou partout, mais vous vous rendez compte que c'est énorme. On parle de plus de 580 de 2012. C'est énorme. Vous voyez. Donc, vraiment, nous avons une armée souveraine. Ce que nous demandons, je demande plutôt aux forces armées, aux troupes Barkhane et à l'aménagement, de ne pas se positionner comme une force tampon. Mais c'est ça. Il y a plutôt une force offensive. Parce que je n'ai pas terminé. Quand il y a la publication d'un rapport comme ça, j'ai peur. C'est pourquoi j'ai peur. J'ai peur parce que cela sous-entend quelque part la partition du Mali. Donc, qu'on nous retire Kidal pour dire que bon, voilà, c'est ce qui se passe là-bas, ça ne va pas. Parce que ce rapport ne parle pas que du nord, ce rapport parle du centre. Oui, mais la réalité, c'est le nord, c'est Kidal, c'est Testalite, c'est ceci, c'est cela, c'est les ressources minières, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, ça, c'est une réalité qui est évidente et qu'il va falloir dénoncer. L'aménagement, c'est que les militaires de l'aménagement, bon, je n'ai rien contre eux, mais ce sont des gens qui sont très bien payés. Barkhane, ce sont des gens qui sont très bien payés. La guerre est chez nous, ils vivent bien. Est-ce qu'il faut que cette guerre-là cesse maintenant pour que nous puissions retourner et voilà. Donc c'est un manque à gagner. Merci Maka, nous prenons quelques secondes de pause.
réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Que dit le rapport AMDH, FIDH? Le grand dialogue se penche sur la question avec Amadou Diadje Tekete de l'Association malienne des droits de l'homme. Il en est le secrétaire général. Professeur Abdoulaye Niang de Djokoni Maya Makankonate, qui est journaliste. Professeur Niang, que peut faire la justice dans ce genre de cas après production d'un tel rapport? Quel est le pouvoir de la justice face à de tels rapports? Est-ce que la justice a le pouvoir d'interpeller l'armée, la force Barkhane ou la MINUSMA suite justement aux allégations dans ce rapport? Ah oui, si nous prenons l'article 24 de la Constitution du Mali et puis le chapitre 7 de la procédure pénale, on peut interpeller tous les agents nationaux et étrangers, civils et militaires. Personne n'est au-dessus de la loi. Je pense que c'est un document de travail que un pouvoir judiciaire qui est fonctionnel devrait prendre et faire des enquêtes et, si besoin en est, de prendre des sanctions pénales contre ceux qui sont responsables. Je pense que mais il fallait qu'il y ait une veille citoyenne qui veille à ce que réellement le pouvoir judiciaire fasse son travail. Mais c'est un input, comme disent les Anglais, et ça devait pouvoir servir. Mais moi, ce que je voulais simplement qu'on attire l'attention, c'est que l'armée, aujourd'hui, le concept de l'armée classique, c'est terminé. C'est-à-dire que l'armée ne peut plus aller avec ses fusils et tout, essayer de combattre. C'est des gens qui sont du groupe spontané de proximité d'extrême violence, qui viennent, ils frappent et puis ils s'en vont. Et ils sont dissimulés dans la population. C'est la population. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont été privés de leurs moyens propres de subsistance, qui est une cause de violation des droits humains. Et quand on donne un permis à une société multinationale de cette nature-là, la population n'a plus le droit de faire ni l'orpaillage, ni l'agriculture, ni la pêche, ni quoi que ce soit. Ils sont privés de leurs moyens propres de subsistance. Mais on ne prend jamais ça en compte et on les laisse. Or, tout le monde est dans ces zones sahariennes-là. Tout le monde est assis là-bas. Les Chinois sont assis sur le sable là-bas. Les Allemands sont assis. Tout le monde attend sa part de gâteau pour les ressources minières qui sont là-bas. La France est venue dans une logique que Hollande a développée, que ma décision d'exploiter ne dépendra pas des autres. Donc ça fait que finalement, il y a une situation de lutte d'extrême violence qui a été imposée aux populations de la région et qui a été imposée aux femmes. C'est-à-dire qu'on a sorti des femmes qui sont dans une situation d'humiliation totale, qu'à un moment donné, de Kona, ils ont commencé à progresser. Quand ils sont arrivés dans les régions sahariennes supposées être de la République française, on les a retirés. Or, le pouvoir central ne fait rien pour rétablir leur dignité. Donc, il faut comprendre la psychologie dans laquelle se trouvent nos soldats. Alors moi, j'aimerais qu'on sorte un peu des accusations contre l'armée malienne, puisqu'il y a aussi justement ces groupes armés, CMA, plateformes qui ont été accusées, mais il y a aussi les forces Barkhane. La force, je vais vous dire une chose. La loi fondamentale de chrétienté, n'est-ce pas, mobilise les ressources sécuritaires pour aller contrôler les ressources naturelles. C'est la guerre économique. Donc Barkhane n'est là uniquement que pour la guerre économique. Et les forces qui sont venues sous la dissimulation de la MINUSMA en tant qu'ancien fonctionnaire des Nations Unies, ils sont venus sous la dissimulation, et je conseille les Allemands et les Anglais, n'est-ce pas, du point de vue étude stratégique. Ces nations-là sont là uniquement pour pouvoir partager le gâteau. Si vous regardez seulement Total et Shell aujourd'hui, comment ils sont, c'est comme ça que Total et BP se trouvent en Libye. Les hydrocarbures, ouais, même les très petites entreprises ont été cassées par l'opération Amikan, qui est une grande violation des droits humains de ces populations-là. Là où ils gagnaient leur petit pain pour manger tous les jours, on les a enlevés et on a construit des stations d'essence partout, gauche, droite, Total, Shell, et puis à l'intérieur des boutiques qui vendent les produits les plus élémentaires possibles et qui vendent de l'alcool. Donc, vous voyez, il y a tellement de travail pour mon frère Tekete et au fond, en ce qui concerne les violations des droits économiques, parce que les droits économiques, c'est les droits les plus humains, les plus importants. Donc, en vérité, aujourd'hui, Barkhane est là uniquement
pour pouvoir permettre à la France de consolider les 20% des capacités de rétention des richesses qu'il avait. Mais comme le jeune est venu, le fiston est venu maintenant au pouvoir, on va voir comment ça va se passer, parce qu'il ne peut pas remplir les mêmes souliers que Hollande, qui avait une logique très simple. Et nous avons beaucoup écrit là-dessus. Donc, il faut qu'on revienne, vraiment les Maliens, ils reviennent au fondamental. C'est une vision de prospérité partagée, qu'on permette de partager la richesse que l'Afrique a. 60% pour nous et 40% pour les autres. En ce moment, les violations des droits économiques, ça va s'arrêter. Sinon, l'instabilité humaine va nous conduire toujours à des exactions. Merci. Alors, Amadou Djadje Tekete, on reproche souvent au rapport d'être assez vide. Après, quand on écrit le rapport, il s'arrête là, il n'y a aucune suite derrière, aucune procédure judiciaire. Est-ce que ce rapport-là, justement, quel est le pouvoir réel de ce rapport aujourd'hui? C'est pas grave. Excepté la dénonciation. Non, quel est le pouvoir de ce rapport? Il faut être d'accord que l'ANDH est d'accord consciencieusement de ce qu'il a comme rôle. Parce qu'on ne va pas aller au-delà de nos rôles. On n'a pas les moyens d'aller au-delà de... Par exemple, si je prends le cas des droits économiques, sociaux et culturels, l'AMDH est en train de lutter pour sa stabilité dans toute l'Afrique. L'AMDH est en train de lutter pour qu'on ait la possibilité de faire aller à la stabilité des droits économiques, sociaux et culturels. C'est-à-dire que c'est des dénonciations, c'est des faits qui sont là, on ne peut que dénoncer. L'AMDH, ce n'est pas l'État. Et c'est ce qui me pousse à répondre à M. Konaté pour dire que si l'armée malienne n'est pas à Kidal, l'AMDH ne peut pas être reproché pour ça. L'AMDH, en son temps, a reproché et continue à reprocher que Kidal, aujourd'hui, n'est pas considéré comme Mali. Et le moment où le Premier ministre malien est parti à Kidal et que ça a posé problème, l'AMDH a dénoncé devant Dieu et devant les hommes à l'Assemblée. Et le jour où le ministre de l'Énergie a été à Kidal et qu'il a été reçu par des gens qui ne sont pas du gouvernement, mais on l'a reçu comme c'était un événement, l'AMDH a dit non. Non. C'est-à-dire que nous dénonçons. Mais nous ne pouvons pas obliger l'État à exécuter ce que nous disons. Mais l'opinion internationale sait déjà ce qui se passe au Mali et c'est beaucoup pour nous. Et je crois que nous jouons notre rôle. Mais dans ce genre de cas, est-ce que la MDH peut, par exemple, saisir la justice et transmettre des dossiers pour qu'on puisse ouvrir des dossiers justement contre les gens qui sont indexés ou les entités qui sont indexées dans ce rapport? La MDH a demandé l'ouverture d'une enquête. La MDH n'est pas juge. Non, vous demandez. Nous demandons une enquête. Oui. Et l'enquête doit être faite. Et nous suivons. Au cas où il y a jugement, nous nous portons défenseurs des victimes. D'accord. Voilà. Donc, à ce niveau-là, je suis d'accord avec Konaté que l'État doit s'assumer. Ensemble, il faut que l'État s'assume. Makan Konaté, après ce rapport, il existe dans le pays une commission vérité, justice, réconciliation. Est-ce que vous pensez qu'un tel rapport doit atterrir sur leur table pour qu'à leur tour, ils fassent leurs enquêtes pour éventuellement continuer le travail? Je ne vois pas d'inconvénient à cela si c'est un rapport qui peut les aider à travailler. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Mais quand même, j'aurais voulu dire deux mots par rapport à la situation toujours de Kidal. Et d'après moi, et ça n'engage que moi. Je souhaiterais que vous ajoutiez à la situation de Kidal la situation du centre du pays également. Oui. Et ça n'engage que moi. Il y a une volonté manifeste d'aller vers la partition, c'est-à-dire de retirer Kidal du Mali. Et pour des raisons économiques, comme l'a dit M. Nyang, c'est pour des raisons purement économiques. Et la tête de proue de tout ça, j'indexe immédiatement et directement la France. C'est la France qui est derrière tout ça. Si le problème de la rébellion persiste aujourd'hui, c'est encore une façon de mettre la pression sur les autorités maliennes. Le temps de s'installer, de voir ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il faut faire par-ci, ce qu'il faut faire par-là. Alors, est-ce que vous ne pensez même pas... le fait d'empêcher notre armée d'entrer à Kidal, c'est dû à cela. On dit que l'armée malienne va venir faire des exactions. Non, ce n'est pas vrai.
Selon vous, hein, étant donné qu'on parle également d'exactions, selon vous, que faut-il faire pour ne plus avoir de graves violations des droits humains au Mali? On a vu ce qui s'est passé à Guelok en son temps, on voit ce que reproche ce rapport justement aux affaires internationales, à l'armée malienne, également aux groupes armés. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour éviter des violations des droits humains et préserver les populations? D'abord que les troupes Barkhane retournent chez elles, que l'amunissement retourne et que l'on permette à l'armée malienne d'entrer à Kidal. Mais tant qu'il y a Barkhane... Est-ce que cela va résoudre le problème du centre du pays, par exemple? Est-ce que cela va résoudre les attaques sporadiques qui se passent sur le terrain? On a toujours géré nos problèmes. Si tu vois qu'il y a des attaques sporadiques là, parce qu'à présent, ces ennemis du peuple malien comptent sur la présence des associations telles que l'AMDH, FIDH, telles que Barkhane, et telles que MINUSMA. Donc, ils le savent, c'est pourquoi ils commettent des exactions. Mais maintenant, si Barkhane n'est pas là, si la MINUSMA n'est pas là, que c'est un problème malien que nous devons régler entre nous Maliens, mais ça va se gérer. Tout a été géré. Il nous reste très mais quand ils sont venus là, ils ont tout foutu en l'air et ce problème-là va durer autant que possible tant que la France n'aura pas suffisamment ce qu'elle cherche au Mali. Merci Makan Konaté. Professeur Abdoulaye Niang, est-ce qu'il ne faut pas faire de ces cas cités dans ce rapport des exemples frappants pour ne plus avoir de cas de violation des droits humains, pour qu'on montre aux Maliens ou à la communauté internationale que ni Barkhane, ni la MINUSMA, ni l'armée malienne, ni ces groupes armés, CMA Plateforme, ne sont au-dessus de la loi? Oui, mais je pense que dans ces conditions, il faut une société civile forte qui porte plainte et qui peut porter plainte au niveau même de la Cour pénale internationale. Et je pense que c'est de prendre le rapport et qu'on travaille ensemble et pour la suite à donner à cette situation. Je crois que ça, c'est aujourd'hui, il n'y a pas de doute là-dessus qu'on peut poursuivre Hollande pour crime contre l'humanité et la France. Ça, c'est aussi clair que ça. Ils ont provoqué Conan et ils ont voulu retourner dans des régions qu'ils avaient possédées de 1957-1963 et en pensant que la rareté de ressources naturelles chez eux doit être compensée par la force en retournant au Mali et de prendre la moitié. Ce que, Marianne, tu dois savoir, ils veulent prendre aujourd'hui les régions sahariennes pour les mettre sous mandat des Nations Unies pendant 10 à 15 ans. Et ça va permettre en ce moment de sortir les ressources naturelles qu'il y a et d'enterrer les déchets nucléaires et autres, d'accéder à l'eau souterraine, d'accéder au champ solaire et tout. Parce que le Soudan, déjà anglais, ils ont voulu dire, mes collègues du centre d'études stratégiques à Washington, ont dit qu'il faut donner aux Nations Unies. Merci, professeur. On va laisser le tout dernier mot en 1 minute à Amadou Diadje. Est-ce que vous travaillez avec la Commission Vérité, Justice et Réconciliation déjà? Nous sommes membres. Alors, est-ce que vous pensez qu'il pourrait être utile? Nous avons aussi tout fait pour la création de la justice transitionnelle. Et Dieu merci, aujourd'hui il existe. Ce rapport, s'il vous plaît, est déposé déjà au CPI. Notre représentant est venu avant-hier. C'est déjà au CPI. Vous pensez que... Donc nous pensons très sincèrement que nous avons notre rôle. Mais ce que je voudrais dire à M. Konaté, la MDH est une association qui date de 1988. C'est la première association au Mali qui a lutté contre Moussa. Donc la MDH est historique. Nous sommes conscients de notre rôle et nous allons le faire. Parce que la MDH, là, il faut comprendre que ce n'est pas des choses qu'on gagne. On le fait bénévolement. Le temps que je fais chez vous ici, là, je le fais bénévolement. Tout ce que je fais là, je le fais bénévolement. Parce qu'il faut croire. Tant qu'on croit aux droits de l'homme, on les pratique. J'ai dit 99% des droits de l'homme, s'ils sont respectés, le 1%, on les réclame. Merci. Ceci met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Que dit le rapport AMDH, FIDH? C'était le thème du grand dialogue. Merci à Amadou Diadje Tekete, professeur Abdoulaye Niang de Djokonimaya. Merci à Makan Konaté, journaliste. Cette émission a été réalisée par Aliou Sidibé. Mamadou Diora s'est occupé de la mise en onde. Peting Diara de la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadje Touré. Je vous invite à faire un tour sur notre www.studiotamani.org.
Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.